bien, écoutez, je suis ravie d'être là avec vous et surtout au milieu d'invités aussi exceptionnels pour cette table ronde qui va nous parler de l'enfance et du pouvoir et de l'intelligence dans la science-fiction. Je vais présenter mes trois invités qui sont simplement des auteurs remarquables, avec une gamme assez extraordinaire. Ils sont à la fois auteurs pour la jeunesse, auteurs pour les adultes. Ils ont écrit à la fois de la science-fiction et de la fantasy. Et donc je vais commencer avec Thomas Day. Bonsoir. Qui vient de recevoir le Grand Prix Imaginaire 2014 pour 7 secondes pour devenir un aigle, et qui l'année d'avant, tant qu'à faire, avait également eu le Grand Prix Imaginal pour Du sel sous les paupières, dont on parlera sans doute un petit peu, voire beaucoup, pendant cette heure que nous allons passer ensemble. Si vous voulez découvrir Thomas Day, vous avez également La Voix du sabre, qui est un livre, mais qui vient de sortir en BD il n'y a pas très longtemps. Et puis je vous laisserai découvrir tous ces autres romans dont nous parlerons sans doute pendant cette séance. Sylvie Denis, à ma gauche. Bonsoir. Sylvie, qui a sorti il n'y a pas très longtemps L'Empire du sommeil, Les îles dans le ciel, qui est... Ah, problème de micro ? Non, c'est bon. Okay. Et qui est un auteur qui est un peu rare, trop rare à notre goût en tout cas. À mon goût aussi d'ailleurs. Sylvie qui passe beaucoup de temps également à traduire des ouvrages dont elle nous parlera sans doute aussi. Tu as eu un prix Julia Verlanger il n'y a pas si longtemps que ça pour Haute École. Et puis d'autres prix, en particulier l'Ironie est née. Le problème, c'est qu'on a des auteurs ici autour de nous qui sont multiprimés. Et quand je dis multi, c'est multi. Du coup, il est difficile de tout décrire, mais on aura l'occasion d'en parler. Et puis enfin, à ma droite, Jana de Batz, qui vient de nous sortir d'un coup d'un seul 2 ouvrages, L'héritière et Pixel Noir, et puis qui nous a fait il n'y a pas très longtemps également un Plagueurse. Tout pareil que ses petits copains, Grand Prix imaginaire, Julia Verlanger, pour La vieille anglaise et la mer, qui est un roman, une novella plutôt. Une novella, oui. Une novella, qui n'est pas vraiment sur l'enfance pour le coup, qui est une novella plutôt pour les adultes, alors que Pixel Noir, L'héritière ou Plagueurse, ce sont plutôt des romans destinés à la jeunesse. L'héritière, certainement pas. Tu sais, il y a 2 scènes de cul particulièrement sympas. Les enfants ont droit aux scènes de cul. Enfin, bon. Oui, mais pas celle-là, je te jure. Ok. Alors, ça va nous permettre de rentrer tout de suite dans le vif du sujet, parce que on a un certain nombre d'adolescents héros en science-fiction, des enfants déjà un peu moins. Et puis on a des héros jeunes en science-fiction dans des ouvrages plutôt destinés aux adultes, je dirais, et d'autres plutôt destinés aux enfants. Vos héros, en général, les héros de science-fiction, mais je pense aux vôtres en particulier, sont souvent des héros plutôt adolescents. Est-ce que c'est lié au lectorat auquel vous vous adressez, ou est-ce que c'est... Enfin, qu'est-ce qui fait finalement que vous êtes plutôt sur des adolescents que des enfants plus jeunes ? Je dis ça parce que moi je travaille avec des enfants plus jeunes, et c'est vrai qu'on a du mal à trouver de la science-fiction pour les jeunes. Alors, je vais moduler en ce qui me concerne. Au départ... mon premier roman, c'était Des hommes de 40 ans. Et ça m'intéressait beaucoup de parler d'hommes adultes. Pour une fois, ça nous changeait, puisque je trouvais que dans l'ensemble, les héros mâles, même arrivés à la maturité, étaient plutôt gamins. Et j'avais envie de montrer des hommes adultes. Et l'éditeur qui avait jeté un coup d'œil à ce roman à l'époque m'avait dit « Mais ça n'intéresse absolument personne, des hommes adultes. D'abord, est-ce que ça existe vraiment ?» Ça, c'était la question qu'il m'avait posée. Et puis bon, alors du coup, ce roman n'est jamais paru, mais le fait est qu'ensuite, je me suis interrogée sur la genèse de ce qui faisait un homme adulte, ou pas. Et finalement, j'ai découvert que moi-même, je ne l'étais pas tant que ça, que j'avais toujours 13 ans dans ma tête, et puis finalement, c'était drôle. Donc j'ai commencé comme ça, en fait, à faire des héros jeunes, puisque finalement, on ne grandit pas tellement. On prétend, c'est tout. Oui, je dirais des choses à peu près similaires, c'est-à-dire que j'ai tendance naturellement, en fait sans me forcer, à choisir des personnages principaux ou des narrateurs adolescents
ou même des enfants. Et en fait, je j'y réfléchis pas spécial. C'est pas quelque chose à quoi je réfléchis consciemment. C'est une des choses qui se font toutes seules et j'ai tendance à avoir envie de les suivre en fait du moment où ils sont. Une nouvelle que j'ai écrite il n'y a pas très longtemps prend des enfants pratiquement de la naissance et ira, si j'amène le projet jusqu'au bout, ira jusqu'à leur mort. Donc ça a aussi un avantage narratif, c'est que comme dans la science-fiction, théoriquement, on découvre un monde. Un enfant, par nature, découvre le monde. Donc, au moins, il y a une adéquation entre les nécessités narratives du bouquin et les nécessités du personnage. Ce qui tombe bien et qui m'arrange. Donc c'est pour ça que je pense que et je pense que c'est également influencé par le fait que dans ma tête j'ai 13 ans aussi, quelque part entre 12 et 14 ans, enfin bon, ce genre de choses, et qu'il y a un certain nombre de problématiques de grandes personnes dont j'ai strictement rien à faire, vraiment, ou alors de manière pas centrale, c'est-à-dire que le centre c'est plutôt des adolescents. Et effectivement, dans leur monde, il y a des adultes. Mais je ne suis pas absolument sûre que les adultes soient centrales soient trop dans mon univers. Alors. As-tu 13 ans toi aussi? Non, je suis en train de réfléchir sur. Non, il a beaucoup moins. Il y a assez peu d'ados, il n'y a pas beaucoup d'enfants dans ce que j'écris, parce que les mécanismes de ce que j'écris sont, je pense, assez différents. Ça fait 20 ans que je travaille quasiment uniquement sur la violence dans mes livres et sur la dégradation de l'environnement ou la dégradation des conditions de vie. Et que globalement, j'ai toujours... je trouve que c'est toujours facile de faire souffrir les enfants dans les livres et d'utiliser la figure de l'enfant pour tirer les larmes du lecteur. Il y a quelque chose d'un petit peu obscène qui probablement ne correspond pas du tout à ce que j'ai envie de faire. Par ailleurs, les enfants me posent un problème en termes narratifs. C'est que si on parle vraiment d'enfants, ils ont assez peu le goût ils ont assez peu de libre arbitre, ils ont assez peu de choix, assez peu de curiosité. En tout cas, je vois les miens. Et en fait, ils commencent vraiment à devenir intéressants à 9-10 ans. Et quand on écrit pour les 9-10 ans, on a tendance à prendre des enfants de 12-13 ans, toujours un petit peu plus âgés. Donc on retombe tout de suite dans les pré-ados ou dans les ados. Le point de vue de l'enfant qui découvre le monde, c'est assez passionnant. Et disons que c'est quelque chose qui pourrait très très bien, à mon avis, être utilisé dans un planète opéra ou un space opéra où on découvre une planète étrangère, une archéologie différente ou des mondes, etc. Malheureusement, moi, c'est plutôt des ruines qu'il y a dans mes livres. Donc, ils découvrent des tas de gravats. C'est pas très, très intéressant. Et donc, leur point de vue n'est pas, à mon sens, pas très intéressant. En tout cas, pour moi, il l'est pas. Et le seul livre où vraiment j'ai des personnages adolescents, c'est Du sel pour les paupières, qui est un livre que j'ai écrit pour mes enfants et qui est très sincèrement un livre jeunesse que j'ai jamais réussi à écrire en tant que livre jeunesse, et donc que j'ai écrit comme j'écris mes autres livres. Et ce livre-là, justement, c'est le seul livre où je ne travaille pas sur la violence. C'est un livre où j'avais mis un post-it sur mon ordinateur, pas de violence, de l'action, pas de sexe, de l'amour. Et j'ai écrit tout le livre en essayant de tenir cette ligne-là. Mais c'est une contrainte pour moi. C'est vraiment un livre écrit sous contrainte. C'est pas mon livre le plus personnel ou mon livre qui parle le plus de ce que j'ai envie de parler. Juste, je suis content de l'avoir fini, d'être allé au bout du truc. Et comme je faisais remarquer un jour à mon éditeur, malicieusement, tu as remarqué, je disais à Pascal Godbion, mon éditeur chez Gallimard, le livre pour lequel j'ai le prix Grand Prix d'Imaginaire, c'est mon livre le plus consensuel. C'est pas les livres que j'écrivais avant. Et c'était couru d'avance que si je devais avoir un prix, ce serait pour ce livre-là et pas les autres, quoi. On est toujours récompensé pour ses mauvaises actions. Oui, sans doute, oui. Mais
Alors moi j'ai grandi, et là je fais de la séquence nostalgie, etc. J'ai grandi en lisant du Theodore Sturgeon et en lisant des choses comme Cristal qui songe, Les plus qu'humains. Donc comme beaucoup de lecteurs de SF, mon âge d'or de la lecture c'est 12-13 ans. Et cet âge-là, en tant qu'écrivain, il ne m'intéresse pas. Je ne dis pas qu'il n'est pas intéressant. Hein. Je dis juste, moi, il ne m'intéresse pas. J'ai vécu cet âge d'or. Je lisais Elric pendant les vacances comme un fou, Michael Moorcock. Je lisais Jack Vance, tout ça. Et ça a été tellement bien fait par des gens comme Sturgeon, etc. Enfin, jamais je me risquerais. Ou un livre que j'adore, un de mes livres préférés, qui est Ray Bradbury, La foire et ténèbres, qui raconte 2 enfants qui découvrent une espèce de foire maudite dans une petite ville du Michigan aux États-Unis. Voilà, c'est des chefs-d'œuvre et je vois absolument pas ce que je pourrais apporter à ça, donc j'essaye même pas. Je voudrais préciser une chose. Ça n'était pas le mot que j'ai dit là tout à l'heure. C'était pas une pierre dans le jardin de Gilles. C'est quelque chose que j'ai remarqué. C'est que c'est au moment où on est le plus consensuel sur l'enfance, effectivement, que les projecteurs vont se retourner vers nous. Le livre de jeunesse sur lequel j'ai mis le plus de tripes et qui me tient le plus à cœur, c'est celui qui a raté tous les prix. C'est L'envol du dragon, il y a l'enfant meurt à la fin. Par contre, la ravissante histoire de la petite fille avec le dauphin, ça a super bien marché, je sais pas pourquoi. Donc voilà, quand je dis on est récompensé pour ses mauvaises actions, c'était pas méchant pour Gilles, c'était méchant pour le reste du monde en fait. Voilà. Un truc que j'ai remarqué aussi, et qui a rien à voir avec ce que je viens de dire là, c'est que si par hasard on se met dans la tête d'écrire un roman avec des jeunes comme protagonistes, des préados, on a toutes les chances d'être immédiatement, entre guillemets, on va dire, attention, je mets le verbe avec plein de guillemets, rétrogradé en jeunesse. Maintenant, dès que le narrateur est jeune, et on a intérêt à vraiment bétonner le bouquin pour qu'on ne soit pas dans une problématique littérature de jeunesse. Non que je crache sur la littérature de jeunesse, parce que personnellement, j'écris mes romans de jeunesse avec la même implication dedans que les autres. La seule contrainte que j'y mets, au contraire de Gilles, c'est je ne mettrai pas la scène de cul, et ça ne veut pas dire qu'elle n'y est pas. Elle y est, mais je n'écris pas, c'est tout. Je n'écris pas parce que je préfère que les gamins face avec les conséquences psychologiques et les cheminements qui y amènent, mais je pense que pour le reste, ils sont au courant de la façon dont papa met la même petite graine dans maman, avec ou sans son consentement, donc on n'a pas besoin de le leur faire, ils ne vont pas y trouver le plaisir que éventuellement certains lecteurs adultes pourraient y trouver. Donc effectivement, je ne mets pas cette scène-là dans mes romans. Voilà. Si je pars sur un tout petit peu autre chose, on a parlé un tout petit peu de l'âge des héros. Je voudrais parler de la normalité entre guillemets des héros, c'est-à-dire qu'on trouve dans les héros de science-fiction, vous me dites si vous en voyez d'autres, bien sûr, mais on a essentiellement des enfants normaux à qui il arrive des choses extraordinaires. Et puis à l'opposé, quasiment, on a des enfants exceptionnels à qui il arrive des choses exceptionnelles. Est-ce que vous avez une préférence pour certains héros plutôt que d'autres ? Est-ce que pour vous c'est lié à des non seulement à une volonté d'écriture, je dirais en termes d'objectifs, mais aussi en termes de public à qui s'adressent ces ouvrages ? Je peux. J'ai eu un problème avec Ender. Ender était un enfant exceptionnel. Il a affaire à une situation exceptionnelle. Ça a pourtant été un roman formateur, mais à chaque fois, parce que je l'ai lu quand j'avais l'âge d'Ender, la stratégie d'Ender, et à chaque fois je me comparais à Ender. Je n'arrivais pas à m'y trouver. Évidemment, je n'ai pas l'intelligence de ce gamin-là. C'était très très perturbant. Mais en même temps, c'était un sacré modèle. Voilà. L'enfant exceptionnel, ça peut le faire, je trouve. Maintenant, l'enfant normal, c'est bien aussi. Si on écrit de la science-fiction, à mon sens, on écrit pour réfléchir sur altérité. Donc, quitte à écrire sur les enfants et à écrire sur l'enfance, l'adolescence, j'ai plutôt m'intéresser
à des enfants qui sont différents ou qui ont une faille ou qui sont à la marge ou qui sont complètement en rupture de la société. C'est devenu une espèce de... je sais pas comment dire, mais une espèce de réflexe dans la littérature jeunesse où on voit tous les Hunger Games c'est assimilé, où les personnages sont en guerre contre une société, en guerre contre un système et deviennent exceptionnels et se positionnent vis-à-vis d'une société qui ne correspond pas du tout à leurs attentes. Moi, je reviens à Theodore Sturgeon, etc. Hunger Games, ça m'intéresse pas du tout parce que quelque part c'est Rollerball et j'ai vu Rollerball il y a 30 ans et j'avais adoré et j'ai pas envie de revoir Rollerball. Mais chez Sturgeon, chez King, qui est vraiment un écrivain que j'adore, King c'est pour moi le premier écrivain qui a vraiment parlé de l'enfance et qui a vraiment parlé de la cruauté de l'enfance, qui a vraiment parlé de la sexualité, du rapport à la sexualité, du rapport au sexe, du rapport, évidemment, Carrie, du rapport au cycle menstruel, etc., etc. C'était une sorte de révolution quand vous regardez la littérature des années 60 et vous regardez ce que King a fait dès le début des années 70, vous lisez une nouvelle comme Le Corps. Voilà, Le Corps, c'est un livre sur l'enfance, sur les attentes de l'enfance, de l'enfant. C'est un livre, c'est une très longue novella, quasiment un roman, dans le recueil Différentes saisons. Qu'est-ce qui a été écrit de mieux sur les enfants que Le Corps de King? Très sincèrement, je ne sais pas. Le personnage de l'enfant dans Shining, qui a un pouvoir, donc le pouvoir du Shining, est un personnage absolument dément, c'est vraiment génial. Donc c'est vrai que l'altérité, Charlie, qui est la fille qui met le feu dans Charlie, je crois que ça s'appelle en français, Firestarter en anglais, c'est aussi pareil, un personnage qui est très très intéressant. Si on lit de la science-fiction, à mon sens, c'est pas pour lire des histoires normales de gens normaux, c'est bien pour se confronter avec des expériences de pensée, expériences d'altérité et justement cette enfance qui est isolée parce qu'elle a un pouvoir, parce qu'elle entend des voix ou parce qu'elle communique avec les morts ou parce que moi je trouve que ça c'est l'exercice fascinant. Je le ferai pas en tant qu'écrivain parce que je pense pas être capable, mais en tant que lecteur j'adore ça. J'adore voir un mec comme King m'embarquer dans une enfance complètement différente, déstabilisante et me mettre, parce que King il a ce talent-là, me mettre dans la tête d'un enfant et je parle comme lui, je réfléchis comme lui. On a souvent reproché à King la grossièreté des enfants dans ses textes, mais vous voyez les gamins, comment ils parlent dans la vie, dans la vraie vie, à l'école, ils sont très grossiers parce que c'est une façon aussi d'exister, de montrer, de rouler des mécaniques. Pour moi, c'est son apport majeur à la littérature. L'apport de King, c'est justement... Alors King, il a grandi en lisant Bradbury, en lisant Sturgeon, en lisant tous ces trucs-là, mais il est allé plus loin que Bradbury, qui reste gentil, il est allé plus loin que Sturgeon, et il a... En littérature, pour moi, c'est une révolution sur la façon dont sont montrés les enfants. Bradbury, il n'a pas de personnage. Stephen King, il n'a pratiquement que ça. C'est je suis très réductrice. Dans La Forêt des Ténèbres, il y a deux personnages de gamins qui sont absolument géniaux, qui sont tout à fait différents l'un de l'autre. Un qui est très aventurier, l'autre qui est très timide, très introverti. Alors c'est un roman à part dans l'œuvre de Bradbury, on est bien d'accord. Mais dans ce roman-là, il y a des vrais gamins qui jouent comme des gamins, mais ils sont, je vais pas dire qu'ils sont aseptisés, c'est pas méchant, mais ils sont des produits de l'esprit de Bradbury, qui est un mec réac. Il y a cette nouvelle de Bradbury dont le titre m'échappe, où des enfants, ça décrit l'univers d'une cour d'école. Et c'est absolument monstrueux. Ah, c'est celle où les pères se substituent aux gosses? Oui. Ah, c'est affreux. C'est une nouvelle absolument terrifiante. C'est vraiment une des nouvelles sur l'enfance de Bradbury la plus terrifiante que j'ai lue. Non, je sais. Évidemment, le titre, ça va me revenir dans un quart d'heure. En gros, l'histoire, c'est les enfants. On envoie les enfants à l'école primaire, et là, les pères qui amènent les gosses s'aperçoivent qu'ils se font subir des choses atroces dans la cour de récré qui vont jusqu'à la mort. Et un des pères, qui est le personnage porte-parole de l'histoire, se voit proposer le marché de rentrer, d'échanger son esprit avec celui de son fils, qui à la place ira au bureau et fera le boulot, et lui, il vivra les horreurs dans la cour. Donc il y va, et il s'aperçoit qu'en fait tous les pères sont là.
Voilà, c'est absolument génial. C'est un des grands moments de poésie horrible de Bradbury. Enfin, j'ai des milliers de nouvelles préférées de Bradbury, mais entre autres celle-ci. Ouais. Mais elle a un sens, je trouve, cette nouvelle. Et elle nous ramène à ce qu'on disait au départ, c'est que en fait, on prétend être adulte. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de grande personne, en fait. Non, mais c'est vrai, il n'y a pas de grande personne. Sauf chez ceux qui nous dirigent. Sauf chez ceux qui nous dirigent. Ah, pour moi, non, mais personne ne nous dirige, en fait. Ils croient que c'est des conneries. Bon, difficile de rebondir, là, vous m'aidez pas. C'est terrifiant, je sais. Je vais t'aider un peu, j'espère. Il y en a un qui nous présente des adultes, des enfants qui sont parfois plus adultes que certains adultes, c'est N-Line. Je pense à Torby dans ne m'aide pas, ça va arriver. C'est Citoyen de la Galaxie. J'étais en train de tourner autour de Citoyen Orphelin du Ciel, mais c'est pas ça. Le truc, c'est que j'ai retrouvé chez Storby quelque chose que j'ai trouvé ultérieurement dans ça de King, c'est-à-dire un personnage de garçon extrêmement analytique par rapport aux événements. La différence entre N-Line et King, c'est que tout en étant analytique, le personnage de King est extrêmement affectif et il sera traumatisé de ce qu'il a vécu dans ça au tout début. Je ne sais pas si on peut appeler ça réellement, c'est le nom du roman, hein, réellement un livre de science-fiction, puisque même si à la fin il nous sort l'araignée mutante venue de l'espace, qui en fait techniquement un bouquin de SF, mais bon, ça peut se discuter. Les deux personnages de garçons m'ont toujours paru un peu jumeaux, malgré l'extrême différence entre deux. Voilà. Ouais, je trouve pas que King soit un écrivain de SF parce pour moi, il n'a pas d'approche sociétale de ce qu'il décrit. C'est pas ce que j'ai dit. Hein. Ouais. J'ai dit que ça, non, à la fin des fins, on avait. Je poursuis sur ce que tu dis. C'est juste qu'un écrivain de SF, il va s'intéresser, à mon sens, aux grands bouleversements dans la société, etc. King, ce qui l'intéresse, c'est des bouleversements individuels. C'est les individus, ouais. On est dans l'individu et en ça, c'est que, globalement, c'est un écrivain de littérature qui fait de la littérature de genre et qui des fois se fourvoie d'ailleurs dans la littérature de genre, parce que dans ça, ce qui est le plus ridicule, c'est justement son araignée mutante de l'espace, et que tout le truc sur les enfants est absolument génial, et sur les peurs enfantines, c'est vraiment grandiose, quoi. Donc après, ça raccroche les wagons sur quelque chose qui est lié, moi, à mon sens, à ce que son âge de 12 ans, l'âge de 12 ans de King, c'est vraiment l'âge de la quatrième dimension, de Twilight Zone. Il a grandi avec ça, et ça se voit dans tous ses livres. Il avait 12 ans quand la Twilight Zone a été diffusée à la télé. Il a fait toute son adolescence sur ça, puis après les films de monstres. Et on sent très bien que ça a eu une importance dans son œuvre. On sent très bien que c'est fondateur. C'est comme moi je disais tout à l'heure, Dune, tout ça. Bon, ça dans ma vie de lecteur et tout, ça a été très important. Parce que à 12 ans, c'est ça que j'ai découvert. C'est ça que j'avais envie de lire. Et j'ai jamais changé d'avis. C'est encore aujourd'hui ce que j'ai envie de lire, même si je m'intéresse à d'autres genres. Et Dune, c'est quand même un presque enfant génial au départ. Ah, totalement. Moi, je lisais comme ça, je l'ai lu comme ça. C'est carrément un dieu, même à un moment. Oui, voilà. Mais dans Dune, il passe directement du statut d'enfant, le gomme Jabbar, etc., au statut de dieu, pratiquement. Oui. Dès qu'il se retrouve le cul dans le sable, ça y est, c'est un dieu. En revenant là-dessus, là vous parlez de vos lectures. Et donc là, on est en tant que lecteur, est-ce que quand on lit des histoires d'enfants, on cherche à retrouver, enfin c'est des questions peut-être un peu naïves, mais on va voir où elles nous mènent. Est-ce qu'on cherche à retrouver son âme d'enfant? Est-ce qu'on cherche à retrouver l'enfant qu'on aurait aimé être et qu'on n'a pas été? Ou est-ce qu'on se projette tout simplement dans ces enfants? Enfin, qu'est-ce que vous en... Parce que vous avez un rapport très passionnel au livre qui nous parle de héros enfantins, on va dire adolescents. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à analyser ce rapport à ces héros en tant que lecteur, en tant qu'ancien lecteur, en tant que jeune lecteur et en tant que lecteur adulte, autant qu'on peut parler d'adulte dans cette situation?
Je sais qu'il y a des éblouissements qui restent toujours. Redis-moi. Je sais qu'il y a des éblouissements qui restent toujours. Les claques que j'ai prises à 13 ans, je peux les relire maintenant, ça reste des claques. Je n'ai revécu que très récemment cette sensation de dépaysement et de familiarité extrême qu'avec un livre d'Olivier Paquet qui s'appelle Bleu Argent et qui est destiné aux young adults. J'ai retrouvé la magie du montreur d'étincelles, du sablier vert, de romans qui étaient déjà jeunesse à l'époque, quand je les ai lus, et c'était il y a très longtemps. Je ne suis pas si vieille que ça, mais c'était quand même il y a longtemps, puisque c'était la collection morte de l'âge des étoiles de Gérard Klein, donc tout le monde n'a pas grandi avec cette collection. Ces claques-là, je ne les vivrai, je le sais, plus jamais. Ou pratiquement plus jamais. C'est ce qui m'a marqué dans le dernier livre d'Olivier Paquet, c'est que j'ai eu un retour de ça en tant que lectrice, de ce bonheur d'être dans la science-fiction, à la fois dans un univers politique, mais maîtrisé par les élèves. Alors ce sont les élèves du Melkin, mais par des enfants qui comprennent les enjeux à leur niveau et qui les traitent à leur niveau avec la liberté qu'ils ont. En tant que lectrice à 13 ans, c'était absolument fabuleux ça. Je ne le retrouve pratiquement plus jamais maintenant, cette sensation-là. J'espère que mes livres transportent ce sense of wonder que j'ai trouvé à 13 ans, mais je n'en suis pas du tout persuadée. Haute École m'avait fait cet effet-là aussi. Maintenant, c'est à toi, Sylvie, de parler. Je pense que je vais être à peu près d'accord, parce que c'est vrai que on n'a plus du tout la même approche en tant que lecteur qui écrivent, parce j'ai tendance maintenant, quand je lis un livre avec un narrateur ou un héros principal enfant, à les 3/4 du temps, mais il y a des exceptions heureusement, à ne pas aimer la voix que lui donnent les auteurs. Surtout quand c'est des narrateurs enfants destinés à des adultes. Quand c'est de la littérature de jeunesse destinée à la jeunesse, ça passe mieux. Parce qu'il n'y a pas cette espèce de côté pour faire enfant. Et ça me gêne. Faire enfant ou faire ado. C'est extrêmement difficile à rendre Ce que je cherche, moi, quand j'ai des narrateurs enfants, c'est la clarté du regard, c'est la capacité d'immédiateté de la perception du monde de l'enfant. C'est pour ça que j'ai des narrateurs enfants. C'est uniquement ça. C'est uniquement pour retrouver cette position frontale par rapport à l'univers, où on n'a pas de recul. On est complètement plongé dans une vision du monde immédiate. Mais c'est extrêmement... et c'est quelque chose que je fais, ça relève en fait, plus je réfléchis à l'écriture, à la façon dont j'écris, plus je pense que j'écris comme un acteur, en me mettant dans la tête des personnages. Et ce qui est plus pertinent en ce moment, je trouve plus pertinent des choses que je lis sur la comédie, sur le jeu des acteurs, que sur l'écriture pour écrire. Ça m'intéresse plus et ça m'apporte plus que des choses sur l'écriture elle-même. Mais bon, c'est purement personnel. Hein. Personne n'a la même approche. On a chacun son approche différente sur ce genre de choses. Tu as des choses à rajouter ou pas trop? En fait, ça s'éloigne de ce qu'ont dit Jeanne et Sylvie. Moi, en tant que lecteur, j'ai un gros problème avec la littérature jeunesse. Globalement, j'arrive pas à les lire. J'arrive vraiment pas à les lire. Et je les pose au bout de 10 pages. Quand j'étais gamin, il y avait des livres chez moi. Il y avait des livres que j'avais le droit de lire, des livres que j'avais pas le droit de lire. Évidemment, j'avais volé
ceux qui n'avaient pas le droit de lire, mais ça c'est un autre problème. Et dans ceux que j'avais le droit de lire, c'était pas des livres jeunesse, c'était Jules Verne, je sais pas, l'étrange cas du docteur Jekyll et Mr Hyde, Voyage avec mon âne dans les Cévennes, enfin bon, il y a plein de choses comme ça dans la bibliothèque de mes parents. Et ces livres-là, je pense pas qu'ils aient été conçus pour des enfants ou pour des lecteurs adolescents ou préadolescents. Pas Voyage avec un âne, mais les Voyages extraordinaires aussi, tu sais. Bah peut-être, je sais pas. En tout cas, ces livres-là me transportaient. Et les livres aujourd'hui que je lis pour la jeunesse me semblent fabriqués, et je pense qu'ils sont fabriqués. Je pense qu'ils répondent à des charges, etc., des cahiers des charges. Et toute cette littérature-là m'intéresse pas du tout. Et si vraiment je veux lire un bouquin sur l'enfance, sur les enfants, je vais prendre un bon Stephen King, ou je vais prendre un autre auteur qui s'intéresse à cette problématique. Mais moi, j'ai toujours aimé les livres sans concession, et sans concession aucune. Et la littérature de jeunesse telle qu'elle est pratiquée depuis 20 ou 30 ans, c'est cette espèce de dérive marketing. Moi, je ne vois que des concessions, donc ça me sort par les yeux tout de suite. Mais voilà, je suis pas le public visé. Et alors ça m'emmerde plus quand je dois choisir des trucs pour mes gamins. Où je prends un Artemis Fowl, non c'est pas bon, je prends machin, non c'est pas bon, résultat il reste rien à l'arrivée. Et évidemment les trucs que moi je trouve bons, mes gamins vous en doutez bien, et ça les intéresse pas du tout, mais alors pas du tout. Mais bon, ça c'est un autre problème, puisque de toute façon ils préfèrent les mangas aux livres. Mais on peut transcender le cahier des charges. Il y a des collections, il y a la petite, je vais faire là. Il y a la collection Syros mini machin dans laquelle Jeanne a publié des nouvelles. Il y a certaines des nouvelles, pour moi je les considère, c'est censé être des bouquins pour enfants. Moi je les ai lus comme des nouvelles, et c'est d'excellentes nouvelles de SF. Point barre. Oui, tout genre confondu. Il n'y a jamais eu de censure quand même dans l'envol du dragon. Il y a la mort d'un gamin. Du cancer. Donc chez Syros par exemple, on n'est pas poussé à adoucir le problème, on n'est pas poussé à ne pas faire de la science-fiction, je veux dire à ne pas faire de la hard science, c'est-à-dire que lorsqu'il y a une explication scientifique à quelque chose, on est censé la donner merci, et le moins bêtement possible, s'il vous plaît. Je ne suis pas d'accord avec toi là-dessus, Gilles, c'est un préjugé qui se base, je te l'accorde, sur 95% de la littérature de jeunesse, mais 99% de n'importe quoi est de la merde, donc c'est pas un problème. Mais c'est valide pour la littérature de jeunesse comme pour la science-fiction adulte, ton truc. Je pense que c'est un préjugé. Je pense que tu visualises pas que dans la littérature de jeunesse, on a fait entrer Kipling, par exemple. On a fait entrer la stratégie Ender. Elle est publiée en collection de jeunesse. La stratégie Ender, quand j'avais 13 ans, c'était de la collection adulte. C'est tous ces grands récits qui ont fait notre bonheur à toi et à moi quand on avait 15 ans, et qui étaient dans des publications d'adultes, ils sont entrés en littérature de jeunesse. Il faut voir comment on l'a défini, la littérature de jeunesse. Et en tant qu'écrivain, je ne peux pas dire que des filles comme Nathalie Legendre ou moi, on adoucit ce qu'on pense, et on adoucit nos récits en fonction du truc. Il y a la seule fois où j'ai fait de l'autocensure, c'est à mon premier roman jeunesse, parce que je partageais tes préjugés là-dessus. C'est pas du tout mon meilleur roman, et d'un sursis, il est beaucoup trop gentil, et en plus, je fais du Heinlein-like, qui est sympa, mais Heinlein les a déjà écrits, donc c'est pas la peine. Mais le fait est que tu te retrouves avec des tas de collections que tu ne devrais pas forcément regarder sous cet œil-là. Tu vas trouver de vrais écrivains de jeunesse qui valent le coup d'être lus et qui sont formateurs pour les mômes. Alors là, je viens d'employer un mot-clé. Il y a un truc qui m'emmerde particulièrement quand je tombe sur sur une chronique, c'est quand on me dit que c'est édifiant ce que j'ai écrit. Et là, j'ai envie de prendre mes aiguilles et mon tricot et d'aller faire patronesse à la sortie de l'église. C'est pas du tout édifiant, mes bouquins de jeunesse. Mes bouquins de jeunesse, ils sont comme mes bouquins de science-fiction, ils ont un propos, et un putain de propos politique la plupart du temps. C'est pas édifiant. La science-fiction, elle a toujours un propos, en jeunesse comme en adulte. Voilà, c'était mon passage passionné, merci, bisous.
on a parlé des enfants dans les romans jeunesse, du coup. Quid des enfants dans les romans adultes ? C'est-à-dire, tiens, on va parler de La Voix du Sabre. Parce que là, pour le coup, on a un enfant qui grandit, mais c'est clairement pas un roman pour les enfants. Est-ce que ça a des implications sur... On parlait de liberté d'écriture, finalement, et tu revendiquais la même liberté pour les jeunes que pour les adultes. Si on prend les romans jeunesse, j'avais discuté, on n'a pas Jean-Louis Trudel avec nous, qui est également un auteur de romans adultes et jeunesse, qui revendique la possibilité de ne pas avoir d'histoire morale pour les enfants. Est-ce que ça, c'est une chose, typiquement, la relation aux valeurs ? Est-ce qu'on s'interdit des choses dans les romans jeunesse qu'on ne s'interdit pas dans les romans adultes ? Et je reviens sur La Voix du Sabre, parce qu'on a eu une toute petite discussion un peu avant ce panel, et tu me parlais de La Voix du Sabre comme le roman d'un échec dans un apprentissage. Ouais, il y a un truc qui m'a toujours fasciné dans la fantasy et cette littérature fantasy qui est maintenant très riche, c'est qu'on n'a quasiment jamais le point de vue du méchant. C'est comme vous n'avez pas le point de vue de Sauron, vous n'avez pas le point de vue de Dark Vador dans Star Wars, vous n'avez jamais le point de vue des gens qui, entre guillemets, sont les méchants, qui font du mal. Et moi, la nature du mal, c'est vraiment un truc qui m'intéresse. Et dans La Voix du Sabre, on suit un gamin qui est confié à un samouraï errant, le samouraï a pour but de transformer ce gamin en formidable guerrier, etc., etc. Sauf que le samouraï en question, c'est une espèce de Casanova alcoolique qui comprend rien aux enfants, et donc tout l'enseignement va foirer lamentablement. Et c'est raconté du point de vue du gamin. Donc on voit le gamin qui est déjà une bonne tête à claque dès le départ, parce que c'est le fils du chef, c'est le fils d'un chef de guerre, tout lui est dû, etc., etc. On voit ce gamin devenir un adolescent encore plus tête à claque, puis devenir un guerrier vraiment atroce, puis et c'est alors moi, quand je l'ai écrit, à aucun moment j'ai voulu faire un livre jeunesse ou quoi que ce soit, etc. J'ai écrit vraiment le livre que j'avais envie d'écrire, c'est-à-dire le point de vue du méchant en fantaisie, d'une histoire. Voilà comment le mal s'installe, comment il germe, comment il grandit, comment il se développe, et pourquoi. Alors c'est pas un méchant en noir-blanc, ça je sais pas faire, ça m'intéresse pas, mais il est quand même, globalement, c'est une ordure. Comment une ordure naît. Donc après, j'ai été surpris, voire très surpris, parce que le livre est arrivé en prescription scolaire, et je me suis retrouvé invité par des lycées à faire des rencontres avec des élèves pour parler de La Voix du Sabre et leur dire exactement ce que je viens de vous dire il y a 2 minutes. Et c'est vrai que moi, à aucun moment, mais vraiment à aucun moment, je me suis dit ce livre-là va finir à l'école, être lu à l'école. En plus, c'est un roman... c'est pas un roman érotique, mais c'est quand même un roman où il se passe des tas de choses entre guillemets érotiques. Donc c'est un peu, vous vous retrouvez face à une classe de lycéens qui vous demandent mais pourquoi il y a autant de scènes de sexe dans votre livre. C'est vrai que c'est, je sais pas, j'aime ça. Enfin voilà, vous avez vraiment l'air con, quoi. Je voudrais dire un truc sur le coup des scènes de cul. C'est, je crois. Alors, Gilles ou Sylvie me contrediront, c'est, je crois, la partie la plus difficile pour moi en tant qu'écrivain. J'en ai écrit 2, celle du roman dont tu parlais tout à l'heure, et qui n'est pas du tout jeunesse. Mais c'est pas tellement parce que c'est pas un bouquin jeunesse qui a ces scènes de cul, c'est parce que c'est un bouquin de paranormal romance, et que dedans j'y dynamite les codes. Mais il y avait des codes qu'on ne peut pas faire sauter quand on joue avec un genre. Et la scène de cul dans le bouquin de Bitlit, c'est obligatoire. Bon. Mais c'est parce que c'est obligatoire dans le genre que je suis passée sous les fourches codines de la scène de cul, si j'ose dire. C'est pas pour ça que je les mets pas dans les autres bouquins, en fait. Même si j'ai dit un petit peu le contraire tout à l'heure, j'ai réfléchi entre-temps et je me suis aperçue que de toute façon, dans toutes mes histoires adultes,
On parle beaucoup de cul, mais je le montre jamais. Et que ça soit en jeunesse comme en adulte, c'est pas quelque chose finalement sur lequel je me censure. Ou alors si je me censure, c'est à titre personnel et pas du tout par le genre que j'aborde. Finalement, je trouve plus intéressant en fait le discours sur le sexe que l'action elle-même. Personnellement, parce que le discours sur le sexe, c'est a priori ce qui est intéressant à avoir. Le reste, on le sait. Et si on y tient vraiment, il y a plein de films sur Internet pour nous informer au cas où. À la limite, même pas nous informer, d'ailleurs, plutôt nous déformer. Oui, le seul bouquin que j'ai écrit où il y a vraiment des scènes de cul, on était censé parler des enfants là au départ. Pourquoi Il y a un lien. Je peux t'expliquer si tu veux, mais Ah oui, c'est vrai. Bon. C'est qu'est-ce qu'on censure dans les bouquins pour enfants? Ben, le premier truc, c'est le cul parce que c'est justement le truc le plus fun. Donc voilà. Oui, c'est au fait. Par contre, on a le droit de les battre, de les tuer, de les pendre à des crocs de boucher. Ça, c'est pas un problème. Est-ce que c'est si vrai que ça? Hunger Games, quand même, c'est ça, limite. c'est young adulte. Enfin, Ah oui, mais c'est encore un truc marketing bizarroïde, mais c'est pas vraiment jeunesse, c'est young adulte, jeunes adultes. on fait lire Oliver Twist, c'était pas spécialement soft non plus. Il n'y a pas de scène de cul, mais alors qu'est-ce qu'il traîne? De toute façon, pour prendre l'enfant éternel et archétypal qui est Peter Pan, en fait, c'est un bouquin triste, cruel et méchant. Le vrai livre, Peter Pan, de J.M. Barrie, que personne l'a lu, bien entendu. Mais, ouais. Non, parce que comme d'habitude, Walt Disney a entièrement perverti ça. Oui. Et ce mec-là, malheureusement, on peut pas revenir dans 100 ans en arrière, tuer quand il avait 2 ans et tout, mais il faudrait vraiment y songer sérieusement. On est plutôt occupé à tuer Hitler, donc Disney, ça sera plus tard. Désolée. Dans un deuxième temps, on ira se promener. On fera ça après. Pas faire un prix de gros, un seul voyage C'est pas tout à fait la même. Si, on pourrait. Vas-y, Sylvie, excuse-moi. Mais Moi, j'ai 10 minutes pour expliquer ma haine de Walt Disney. Non, mais je trouve que là, pour vraiment rester dans le sujet, c'est pareil. Je trouve que tout a commencé sur. Vous regardez les contes de fées, la cruauté des contes de fées, etc. Les histoires qui impliquaient les enfants dans les contes de fées. Tout ça est atroce. C'est des parents qui perdent leurs enfants en forêt, qui les donnent à manger à des ogres, etc. Enfin bon, c'est vraiment des petites filles en chaperon rouge qui sont bouffées par le loup, et ainsi de suite. Et, elles sont violées, en fait. Oui, oui. D'abord. Mais tout ça pour dire qu'il y a eu un moment, on a commencé à faire une espèce de machine à empêcher les enfants d'avoir peur. Moi, je le vois autour de moi, les parents, etc., etc. Tout le monde considère que la peur est quelque chose qui est absolument néfaste aux enfants, etc., etc. Mais non, moi, je considère que la peur fait partie, les sentiments de peur, d'inquiétude, du développement normal d'un enfant. C'est normal qu'il ait peur, c'est normal qu'il ait des angoisses. Et Walt Disney a essayé de nous ripolliner ça. Enfin, il n'a pas essayé, il a très bien réussi. D'ailleurs, il a tout transformé. Enfin, c'est assez. C'est affreux, c'est-à-dire d'un seul coup les oiseaux chantent, ils parlent et tout. Enfin, c'est un cauchemar, c'est vraiment un cauchemar ce truc. Vous regardez notre génération, enfin, c'est un peu même après moi. Vous regardez un mec comme Miyazaki. C'est déjà un traitement du dessin animé, de l'enfance. Moi, j'ai montré Totoro à mes enfants, qui est un dessin animé que j'adore. Je trouve c'est quasiment un chef-d'œuvre absolu. Totoro, c'est pas Walt Disney. Je suis désolé, la maman, elle est malade, etc., etc. Et mes gamins, ils me posent des questions qui sont intéressantes. Je leur montre un Walt Disney, quand ils s'emmerdent pas, ils me posent des questions qui sont débiles. Voilà, bon. Et le seul truc que Walt Disney fait bien, c'est qu'il a tué la mère de Bambi, quoi. Mais bon, dans une filmographie, franchement, c'est pas beaucoup. Oui, mais enfin, tu pars du point de vue que, a priori, Disney a raboté l'esprit de tous nos enfants. Là, sur cette génération, ils sont plutôt élevés par Miyazaki que par Disney. Bah, tant mieux. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Attends, je n'ai pas tout à fait fini. Cela étant, la littérature de jeunesse d'avant Disney, c'est Hector Malot, c'est des mecs comme ça qui vont raconter des histoires d'enfance qui sont atroces. Mais parce que les histoires et la vie de la plupart des gens étaient atroces de toute façon. Absolument. Il y a eu juste un bref passage Disney, mais finalement, il est en train de perdre.
plus personne n'a envie de voir Anastasia avec un moment où la jeune héroïne se met à chanter des valses. Les gamins, effectivement, ils préfèrent des produits marketing, c'est vrai, type Hunger Games, mais là, ils sont à nouveau dans le mythe et dans du traitement de la peur, à mon avis. Alors c'est une peur sociale, c'est une peur qui nous ramène au néo-conservatisme, ce qui n'était pas toujours le cas dans Hector Malot, par exemple, qui avait quand même un propos social et même voire socialiste à certains moments. Mais malgré tout, on est revenu quelque part par la bande au traitement de la terreur enfantine. Il y a eu le manga entre-temps. Il y a eu le manga avec les dessins animés à la télé et le manga. Et c'est très souvent des univers où il y a les rapports entre les gens ils sont vraiment violents. Si, quand ça se passe dans des écoles au Japon, c'est hallucinant. Enfin, je voudrais pas la ramener avec ma pomme, mais dans mon dernier bouquin, quand même, on tue les homos, il y a une euthanasie. Ah non, mais je dis pas que ça. On n'est pas dans le soft à la Disney depuis un petit moment. Ouais, voilà. Et quelque part, c'est le young adulte qui l'a permis. Il a permis la transition, et Miyazaki nous a beaucoup aidé. Je pense que Sylvie a raison. Tout ce qui se passait chez Recrea 2, etc., dans les années 80, tous les Goldorak et tout ça, ont amené autre chose. On est passé de Bonne nuit les petits à Quel le survivant, quoi. Mais oui. Cela étant, tu as encore des gens sur Internet qui hurlent. Alors j'ai vu ça il n'y a pas très longtemps, parce qu'il y avait eu une émission sur le viol, sur Arte, à 1h, mais alors c'était vraiment l'heure où les gamins sont normalement devant le téléviseur, c'est-à-dire 22h50. Non, je sais pas, mais moi les miens ils sont couchés depuis très longtemps à ce moment-là. Et l'argument, c'était « Waouh, les enfants peuvent le voir, c'est horrible !» Eh ben non, en fait, c'est pas si horrible que... Alors, sur le fait, d'abord, ça c'était de la mauvaise foi, mais parce que normalement les mômes sont couchés à 22h, quand ils ont 13 ans et qu'ils ont collège le lendemain. Moi je suis désolée, les miens ils étaient au lit à 9h30. Bon, mais bon, je suis peut-être un peu facho aussi sur les bancs avec mes gosses. Mais cela étant, que les gosses apprennent par des émissions sociétales qu'il y a des risques dehors, ça me paraît pas totalement délirant. On va pas vivre dans un monde où on leur fait croire que tout est sécure, c'est pas vrai. Et ça, c'est le monde Disney, c'est le monde qu'on prétend, et que la Manif pour tous prétend nous imposer quand même. Pardon Estelle, je suis désolée, c'était mon passage troll là, après mon passage passion. Ce que je vais proposer, parce qu'il reste 7 ou 8 minutes, je vais proposer au public de nous ramener dans le sujet en posant des questions à nos 3 auteurs qui, comme vous le voyez, sont extrêmement... passionnés et impliqués dans ce qu'ils nous racontent. Quelles sont les questions du public? Allez. Bonjour à vous. Ça marche? Ça marche? ça marchait. Ça marchait, zut. Allô. Bonjour. Sur votre dernière question, en fait, ça me fait un petit peu peur ce que vous dites quand vous parlez limite qu'il faut jeter les Disney, en fait, parce que j'ai été élevée au Disney. Je suis née fin des années 80, donc voilà, les Disney, Blanche-Neige, La Petite Sirène, Le Roi Lion, etc. Donc c'est vrai, c'est très édulcoré quand on regarde les vrais contes. Mais en grandissant, j'ai quand même lu les contes originaux, j'ai lu beaucoup de livres et ça m'a permis de faire un petit peu la part des choses et ça m'a pas empêché d'avoir un regard réaliste sur le monde, voire même pessimiste. Et pourtant, j'adore toujours les Disney et je pense pas que ce soit quand même quelque chose qui soit acheté. Je pense qu'il faut encore faire émerveiller les enfants. Et ça me fait peur en fait ce que vous dites, parce que est-ce qu'il faut montrer aux enfants que des choses tristes, que des choses pessimistes? Ah non, mais c'est pas du tout mon propos. Mon propos, c'est le message politique et culturel qu'il y avait dans l'entreprise Disney, et qui est un modèle en fait, un modèle de vie américain, et qui est un modèle de vie que je veux pas du tout pour mes enfants. Mais moi, il y a des très belles choses chez les Japonais, des trucs très poétiques. Moi, mes gamins, ils adorent Kirikou et tout. Je n'empêche pas de voir Kirikou, je n'empêche pas. Mais
certains... Alors déjà, je veux pas que mes enfants écoutent des chansons d'Elton John, mais ça c'est un autre problème. Mais, parce que là, je les ai élevés avec Magma et Pink Floyd, et c'est très très bien comme ça. Oui, Magma. Pour les enfants, c'est formidable, Magma. Ils adorent, ils dansent et tout, c'est génial. Et donc, il y a de la poésie, il y a des tas de dessins animés avec de la poésie, des tas de choses. Kirikou, c'est formidable, et ainsi de suite. C'est après un problème, enfin pour moi, c'est vraiment un problème de vision politique du monde et de, ce côté ripolliné, c'est formidable, machin et tout. Il n'y a pas besoin non plus de leur montrer des trucs atroces, mais alors je pense qu'il faut préserver leur innocence jusqu'à un certain temps, jusqu'à un certain point, mais par contre, quand ils posent des questions, alors des fois ça choque énormément les gens, mais moi quand ils me posent une question, je leur réponds franchement. Alors, je ne suis pas en train de dire que le gouvernement des États-Unis a obligé Disney à faire de la propagande. Non, ils ont fait ça très naturellement à l'américaine parce qu'on défend son pays. Mais du coup, effectivement, ça a généré, si je ne dis pas trop de conneries, un virage holénifiant américain terrible chez Disney. Et après, on a tout ce que j'ai envie de jeter en même temps que Gilles en poussant des grands cris. Cela étant, c'est pas parce que ça finit bien chez Disney ou que ça donne pas forcément des leçons de vie, c'est parce que ça donne une leçon de culture qui n'est pas la nôtre. Je suis très emmerdée en tant que prof de français et de latin et de grec d'avoir à dire à mes élèves que non, il n'y a pas que 5 putains de muses. Elles sont 9 normalement. Chez Disney, il y a eu compression de personnel, on voit le capitalisme en œuvre, elles sont plus que 5. Alors, déjà ça, c'est emmerdant. Mais continuons sur Hercule. Hercule, c'est le fils absolument adoré de Zeus et de sa femme Héra. N'importe quel prof de latin grec qui n'a pas fait un AVC à ce compte-là va vous dire que, mais pas du tout. Héra, elle a eu un fils débile que Zeus a balancé dans un coup de colère tellement il était laid et qui lui donnait envie de vomir. C'est Héphaïstos, ce fils-là. Le fils, Hercule, c'est le fils d'une femme que Zeus a violée. Alors évidemment, Disney ne va pas vous raconter que Zeus s'est baladé sous les traits d'Amphitryon et a, sans son consentement, baisé Alcmène et lui a fait un deuxième enfant en même temps que le fils de l'autre, Amphitryon, le brave type qui était parti à la guerre à ce moment-là. Alors moi, je suis désolée. À un moment, quand Disney fait carrément de la désinformation culturelle, oui, j'ai envie de le foutre à la poubelle. Et tant pis pour les rêves d'enfants des autres, parce que les rêves d'enfants des autres, quand c'est pas la culture, c'est emmerdant. C'était mon deuxième passage passionné. Une autre question? Mais c'était pas contre vous, mademoiselle, c'était contre Disney, on est bien d'accord. C'est fini, Il reste 1 minute. Alors, une question rapide qui impliquera une réponse rapide. Est-ce que c'est jouable? Allez. Oui. Bonjour. Bonjour à vous. Moi aussi, j'ai grandi élevé au Disney. Mais justement, je trouvais ça valorisant en tant qu'enfant ou pré-ado de me dire ouais, mais moi j'ai été chercher dans la mythologie et je sais que c'est pas ça. Et je me suis forgé un avis et je sais qu'on me sert quelque chose qui n'est pas vraiment la réalité. Et est-ce que au final, ça serait pas valoriser l'enfant de lui dire que oui, il y a des choses édulcorées, mais qu'il peut aller chercher ailleurs, avoir des pistes et se faire au final un avis et avoir sa propre idée et commencer à forger quelque chose qui lui est propre et qui ne lui est pas juste servi. Ok, je vais raconter à tous mes élèves que la Terre est plate. Ça serait bien si c'était ce qui se passait à chaque fois, mais le problème c'est qu'on n'a pas la garantie que c'est ça qui se passe à chaque fois. Parce que moi c'est pareil, j'ai la même ambivalence par rapport à Disney, justement parce que j'ai écrit 2 nouvelles sur Peter Pan et j'ai lu J.M. Barrie parce que j'avais vu un dessin animé quand j'avais, etc. Mais la question est, est-ce que ça marche à tous les coups? Et on ne le sait pas.
Alors cela dit, en cours, ça marche super bien, ça, effectivement. Je dois dire, j'ai été méchante avec vous, mademoiselle, ou madame, parce que là, je vois rien. Hein. C'est pas seulement mes lunettes, c'est les projos. Le fait est que lorsqu'on montre en classe qu'il y a des erreurs dans le film, il n'y a rien qui amuse plus les gamins que d'aller les chercher. Mais il faut un passeur. Et il n'y a pas toujours le passeur. Et c'est ça qui est problématique. Voilà. Merci beaucoup à vous. On peut les applaudir.